Madame, Monsieur, bonsoir. On se retrouve pour le décryptage, les commentaires et les analyses de nos experts sur les points essentiels de l'actualité de la semaine. Ce soir, nous parlerons en politique. Le président Henri Konan Bédié peut-il fédérer les énergies au PDCI RDA? En économie, on s'intéresse à la lutte contre la vie chère. Pourquoi le plafonnement des prix n'est toujours pas respecté? Et puis on termine en sécurité. Police recourt, la nouvelle unité de la police nationale. Et nous recevons Lansine Bakayoko, journaliste chef du service économie de RT1 pour en parler. Avec lui, Félix Boni, qu'on a l'habitude évidemment de recevoir ici dans le Club de la Presse, journaliste éditorialiste. Lassina Ouattara, il est journaliste, spécialiste des questions politiques et sécuritaires aussi au journal Le Patriote. Et puis Aoussou Kwasi Jean-Marie, que l'on connaît bien sous le nom de plume de JMK. Aoussou, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club de la Presse. Comme dans tous les partis, les énergies sont parfois débordantes. Les cadres estiment avoir le meilleur profil pour tel ou tel autre poste politique dans l'appareil, comme sur le terrain. Cela se manifeste encore plus à l'approche d'élections comme les locales qui pointent du nez. Voyons les premiers commentaires d'Edé Visseyo et on se retrouve. Trouble ou instabilité au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Des cadres de la formation politique du président Henri Konan Bédié quittent le navire vert et blanc. Le départ de certains caciques est annoncé. Les mécontents parmi ces lieutenants lui reprochent de ne pas faire la place à la jeunesse. Une défection qui aura surpris plus d'un. Le départ de l'ancien porte-parole du parti, Basile Gouadodo, a déposé ses valises au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Avant lui, le mouvement des néo-fouettistes de Tibus Kofi, proche du PDCI RDA, a viré également au RHDP. Ces défections mettent en mal le plus vieux parti des Côte d'Ivoire sur le terrain. Lors des dernières élections partielles, le PDCI a perdu dans le Vert-Baoulé, une zone généralement acquise à sa cause. Et s'il y a une localité qui symbolise ce réveil, c'est celle de Bodokro, dont le candidat choisi était une figure de proue du parti. D'ailleurs, après la défaite du parti, le maire élu sous la bannière du PDCI RDA a adhéré au RHDP. Selon les observateurs, cette transhumance politique serait la conséquence de la mauvaise santé du parti. Le président Henri Konan Bédié peut-il encore fédérer les énergies au PDCI? Alors justement, vous l'aurez évidemment compris, on parle du PDCI RDA. Est-ce une épreuve insurmontable du vieux parti, le PDCI RDA? Je commence d'abord avec JMK. Épreuve insurmontable, non. Je pense qu'aucun des départs de ces derniers temps, ou de 2018, l'année où il y a eu, je peux dire vraiment l'avalanche des départs avec la scission avec le RHDP, aucun des départs n'est véritablement imputable au président Henri Konan Bédié. Écoutez, on est dans un parti politique qui est dans l'opposition depuis bientôt 23 ans. Ce n'est pas facile à vivre. Il faut être raisonnable à ce niveau. Il y a des cadres qui estiment que le chemin est encore trop long, donc ils veulent aller voir ailleurs. On ne peut pas les retenir. Mais pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est que la grande direction du PDCI RDA, je pense, rester compacte. On annonce en ce moment que des départs. On dit qu'il y en a d'autres, on verra bien qui ils sont. Mais si le PDCI a résisté, je pense vraiment à la bourrasque de 2018, parce que là, le départ du RHDP a été vraiment préjudiciable, avec le départ de la quasi-totalité des ministres proches du PDCI au RHDP. Si le PDCI a survécu, je pense que bon, il peut survivre à d'autres choses. Voilà. Lassina Ouattara, quel est votre commentaire sur ces énergies qui peut-être sont difficiles pour le PDCI à canaliser? Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le constat est net. Le PDCI RDA traverse des moments difficiles. On voit ça avec ces départs en question. Ces défections inquiètent au plus haut niveau. Ce matin, il y a le secrétaire exécutif, Modous Kakou Djikawe, qui a estimé qu'il faut, face à la situation, s'asseoir, se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses.
il a affirmé cela dans une interview parue dans la presse. Et il a même dit que ces défections au PDCI inquiètent le président du parti. Donc la question aujourd'hui est de savoir est-ce que le PDCI arrivera à rebondir sur la scène. Bon, on observe et ce qui est sûr, c'est que le PDCI traverse une crise, même si certaines personnes ne veulent pas accepter cela. Vous parlez en regardant non, mais écoutez, le PDCI est en crise depuis toujours. Voilà un parti dont, depuis 1990, année du retour au multipartisme, on a annoncé l'implosion chaque matin. Moi, je ne connais pas un seul matin où on n'a pas dit que le PDCI va exploser. Mais on vient après, le parti, il est là. Voilà. Certains disent qu'il est rabougri. J'ai dit oui, mais il est rabougri, mais au moins il a 65 députés. Ceux qui ne sont pas rabougris en ont combien? D'accord. Alors, Félix Boni, c'est une situation, comme disait peut-être l'enseignant Ouattara tout à l'heure, c'est peut-être compliqué pour le PDCI? Je dirais que c'est le propre des partis qui quitte le pouvoir et qui retombe dans l'opposition, parce que quand on est habitué au sucre et au lucre du pouvoir et qu'on passe dans l'opposition, parfois il y en a qui ne tiennent pas le rythme et qui veulent toujours maintenir leur train de vie. Et quand on n'est pas aussi au pouvoir et qu'on traîne pendant un certain nombre d'années, comme le PDCI qui a traîné pendant combien d'années sans parvenir à revenir au pouvoir, il est clair qu'il y a certains cadres qui sont impatients, qui ne peuvent pas attendre. Cela étant dit, je pense que le PDCI a raté un rendez-vous dont il devrait quand même, il arrive parfois où je dis il faut s'en prendre à soi-même, parce que le thème du 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA, c'était le renouveau, le rajeunissement et la renaissance. Alors, je n'ai pas encore vu le renouveau, je n'ai pas encore vu le rajeunissement, et évidemment, cela n'a pas encore abouti à la renaissance du PDCI-RDA. Et je crois que ce thème, il devrait pouvoir respecter, il ne faudrait pas aligner les mots et ne pas les suivre. Il faudrait que ces concepts aient un poids important d'un parti qui a aujourd'hui 72 ans de vie. D'ailleurs, il faut applaudir des deux mains. C'est le seul parti, l'un des rares partis en Afrique. Combien? 76 ans. Ah, c'est l'un des rares partis en Afrique qui tient encore la route 76 ans après. Mais 76 ans après, ça mérite que ce parti puisse effectivement respecter l'esprit du renouveau, du rajeunissement et de la renaissance. Parce que aujourd'hui, ceux qui ont connu Houphouët-Boigny, Houphouët est décédé en 1993, nous sommes en 2022, ça fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années. Les enfants n'ont pas connu Houphouët-Boigny. Ces enfants, les jeunes qui ont 18 ans, 21 ans aujourd'hui n'ont pas connu Henri Konan Bédié au pouvoir, ni le PDCI au pouvoir. Il est clair que quand c'est comme ça, il y a une sorte d'affaiblissement de cette formation politique. Le RHDP aujourd'hui en vogue, je dirais c'est le parti à la mode. C'est un parti qui est né il n'y a pas longtemps de cela, qui est à la mode, qui est au pouvoir actuellement. C'est normal. Et le PDCI-RDA devrait pouvoir faire sa mue pour pouvoir s'adapter à la nouveauté. Cela étant dit, je précise bien, la transhumance politique, moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que la transhumance politique peut avoir une explication. Il y a des cadres qui ont subi des pressions et qui font défection, qui vont ailleurs. Il y a des cadres qui, pour des raisons bien alimentaires, décident de rejoindre les autres. Et vous suivez un peu mon regard, vous comprendrez certains qui sont partis. Et quand vous revenez dans le marigot des autres, on vous accueille à bras ouverts, mais on sait qui vous êtes, on sait que vous venez manger. Et le PDCI aujourd'hui ne peut que subir ce qu'il subit aujourd'hui, pour la simple raison que le RHDP est né entre le RDA et le PDCI-RDA. Beaucoup de ceux qui ont contribué à la formation du RHDP sont restés encore au RHDP. Et s'il y a un parti qui peut subir, j'allais dire, une saignée pour grossir le RHD, ça ne peut qu'être le PDCI-RDA. Citons un exemple, le Premier ministre est issu du PDCI-RDA. Vous pensez qu'il va rester au RHDP sans chercher à drainer ceux avec lesquels il était avec lui? Le ministre Adjoumani, porte-parole du RHDP, le ministre, le président Oussou Jano, le ministre Mme Raymond Goudou, ainsi de suite. Tous ceux qui sont partis vont tenter de partir avec une partie du PDCI-RDA. C'est de bonne guerre que ce parti subisse la saignée, mais il appartient à cette formation de réfléchir, de trouver les voies et moyens de maintenir ses troupes pour aller encore au front, pour pouvoir encore ratisser large. L'ancien Bakayeko. Oui, le PDCI est en crise, c'est une évidence. Aujourd'hui, le parti est réduit un peu à sa stricte expression. C'est devenu un parti complètement rabougri, complètement chétif. Et il ne faut pas trop imputer cela à la transhumance,
Parce que le PDCI lui-même a ses contradictions internes qui font qu'aujourd'hui, le parti est en train de, pas voler en éclats, mais en train de perdre des éléments clés. On a bien vu que le bureau politique du 29 septembre, la décision qui est sortie, qui fait du président Henri Konan Bédié le candidat unique au prochain congrès, n'a pas manifestement fait l'unanimité. On a Jean-Louis Billon, qui est toujours au PDCI, qui s'est déclaré officiellement candidat, même si le président de la jeunesse rurale, Innocent Yao, tente de tempérer un peu pour dire que le test prévoit que le président du parti n'est pas nécessairement le candidat du parti au présidentiel de 2025. Il y a Nikez Niagne qui a clairement dit que le PDCI va de mal en pis sous le regard impuissant du président du parti et sous la barbe complice de certains cadres. Je ne pense pas que ce sont des paroles de rassemblement et de cohésion. Donc, manifestement, le parti est en crise et puis en témoignent aussi les changements quasi quotidiens qui sont opérés à la tête de l'État. Tout cela témoigne du peu de vitalité que le parti a aujourd'hui. Donc, moi, je pense que le parti doit se repenser et chercher à se régénérer. Vous avez vu, depuis la législature de 2000, le PDCI était à une centaine de députés. La législature de 2010-2015, moins que ça. Et aujourd'hui, dans cette législature, ils sont à 65. On ne peut pas dire que ça, ce sont des performances. Mais ce que moi, je veux dire, le PDCI a toujours été en crise. Vous avez vu, après la perte du pouvoir, le président Fologo a tenté de prendre la main. Et vous avez vu que Fologo avait dit qu'on ne peut pas rester à 6000 km et lui dicter des lois, lui dicter la doctrine du parti à partir de la scène. Après cet épisode, il y a eu l'épisode de Didier Madi. Il y a eu aussi l'épisode de Charles Konabani qui a tenté de prendre le parti. Et il y a eu même, avant tout ça, les réformateurs. Je pense à Noël Akossi Benjo et à feu Jean-Joseph Anoma, qui ont tenté de créer un courant au sein du PDCI, mais qui n'a pas fonctionné. Et tout près là, en 2017, on a vu le schisme qui a été opéré avec le RHDP. Donc, toutes ces saignées-là, on ne peut pas dire que le PDCI n'est pas en crise. Ça, c'est peu dit. Alors, justement, on parlait tout à l'heure... Oui, moi, je voudrais ajouter que tous ceux qui vont au RHDP ne vont pas forcément pour aller manger, parce que quand ils font le pas vers le RHDP, ils expliquent qu'ils ont été séduits par la politique de développement du président de la République. Ils expliquent surtout qu'ils sont dans un parti qui est dans une voie sans issue. Ils sont dans un parti qui n'innove pas et ils pensent que le moment est arrivé pour eux d'aller aider le président de la République à réconcilier, à développer le pays. Voilà, ce n'est pas forcément un problème alimentaire, comme Félix Bonny. Alors, les dissensions internes. Comme c'est moi qui l'ai dit, oui. On a eu des élus, on a eu les élections locales passées, on a eu les élections législatives, quand quelqu'un est élu sous une bannière et puis 2 jours après se retrouve, ou même une semaine, je dirais même voire 1 mois après se retrouve dans une autre formation politique, je ne crois pas qu'il y ait une explication plausible à cela. Ouais. Parce que quand on va à des élections, c'est des électeurs. Et ça, je trouve que sur ce plateau de la RTI, nous en avions parlé, d'ailleurs en parlant de transhumance politique, ça c'est trahir les populations. Je pense que celui qui va sous la bannière d'une étiquette politique, qui est élu, qui le lendemain commence à faire, j'allais dire, mercantilisme politique avec ça, c'est un autre sujet, Félix Bonny. Oui, c'est un autre sujet, mais je veux dire... Rapidement, on va passer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est parti récemment qui dit on m'a demandé d'écrire 8 lignes pour expliquer pourquoi je viens rencontrer le président du parti, pour ça je pars. Je pense que ça, ce n'est pas des raisons vraiment. Un parti politique, on y adhère de façon idéologique, avec des convictions. Et quand le parti ne va pas, on est là pour faire des propositions pour que le parti puisse aller au mieux. Mais aujourd'hui, sur la base d'un coup de tête... Sur la base des propositions, justement, il y a le Congrès qui, malheureusement, n'a pas... devait se réunir, je pense, le 14 décembre, mais malheureusement a été reporté par le président Henri Konan Bédié. On parlait tout à l'heure de dissensions internes. Est-ce que ça n'explique pas cela? Puisque le Congrès, justement, permettrait peut-être, comme souhaitent certaines personnes, de régler toutes ces questions. Ça n'a rien à voir. Vous savez, moi, tout ça, bon, excusez-moi, je parle ès-qualité, on regarde tout ça avec beaucoup d'amusement. Oui, ça n'a rien à voir. Membre du bureau politique. J'en viens. On va au bureau politique. D'ailleurs, tout à l'heure, Bakayoko disait que la décision qui est sortie du BPD, de Daoukoulo, était que Bédié soit candidat.
Ce n'est pas une décision qui est sortie du BP, c'est une motion qui a été lue à l'endroit du président Henri Konan Bédié, demandant au bureau politique de faire du président Henri Konan Bédié le candidat unique à la présidence du PDCI-RDA au prochain congrès ordinaire du parti. Voilà la motion qui a été lue. Ce n'est pas le communiqué final qui est sorti du BP qui est là. Ceci étant, j'en viens, ceci étant, le congrès extraordinaire a été convoqué par le président Henri Konan Bédié pour régler un problème ponctuel, qui est un problème des tests. Et il a dit, si on règle aussi le problème de l'élection du président, et puis c'en est fini, on va au congrès ordinaire. Malheureusement, il s'est trouvé chemin faisant qu'il y a eu une crispation sur le point à l'ordre du jour qui était l'élection du président. Mais alors là, une sérieuse crispation. Le président a ramené tout le monde dos à dos, parce que c'est le président Bédié, selon les dispositions statutaires, qui a convoqué la session extraordinaire du Congrès. Donc quand il le fait, et qu'il y a des problèmes, il a dit, je vous ramène dos à dos, en janvier, on verra si on peut convoquer le Congrès pour régler ce problème. Mais ce n'est pas parce que, forcément, des gens veulent partir. Moi, je ne tombe pas dans le pied des justificatifs. Si quelqu'un veut vous quitter, il vous quittera, quel que soit ce que vous ferez. Quand on dit, oui, j'ai essayé de voir le président, je n'ai pas pu, donc je suis fâché, je m'en vais, mais franchement, si on veut tous regarder ça, les frustrations du jour, vous croyez qu'au RHDP, on ne frustre pas les cadres là-bas? Mais de qui vous parlez? Je parle par exemple de ceux qui ont dit ça, oui. Mais de M. Ndoye, qui fait sa déclaration ce jeudi, pour dire qu'il s'en va parce qu'il a voulu voir le président Bédié. On l'a empêché de voir le président Bédié. Quand moi, Gwali Dodo vient s'asseoir pour me dire qu'il va soutenir le président, il est séduit parce que le président a dit, mais attendez, c'est pas lui sur le plateau qui a dit que la candidature de Bédié était spirituelle, dont Dieu est quitté dedans? Bon, d'accord. Entre-temps, l'enseignant Bagayoko voulait peut-être ajouter un élément. Jean-Marie, il ne faut pas que vous nous preniez pour des naïfs. Vous dites que le président du PDCI a été désigné à la suite d'une motion. Mais on n'a pas dit désigné. J'ai dit une motion a été lue pour en faire de lui candidat unique au congrès ordinaire. C'est ça la réalité des faits. Jean-Marie, un instant. Toutes ces redemontades-là n'enlèvent rien à ce que je veux dire. Parce que nous ne sommes pas naïfs. Cette motion-là, nous savons tous, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Puisque plusieurs jours après, plusieurs semaines après, jusqu'à aujourd'hui, le président Bédié n'a pas désavoué ceux qui ont pris cette motion. Donc, il ne faut pas... Mais je ne sais pas si on parle des mêmes choses. Oui, il ne faut pas croire que... On parle justement des énergies en interne, la canalisation de toutes ces énergies, ces problèmes internes qu'il y a, le report. Vous avez parlé vous-même tout à l'heure de cette motion. Non, je n'ai pas fini. Ce qu'il faut comprendre, Jean-Marie, c'est que le président Henri Konan Bédié a inhibé toutes les énergies qui peuvent donner de la vigueur au PDCI. Mais dans tous les partis politiques, ça a été inhibé. Il est l'alpha et l'oméga. Bon, c'est la stratégie du parti, mais moi, je pense que cette posture n'est pas de nature à favoriser l'émergence du PDCI-RDA. Lassina Ouattara, d'abord Lassina Ouattara. C'est la même question. Ensuite, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je vais donner moi ma position sur ma lecture de ce que je vis. En fait, ce que le président Bédié fait n'est pas nouveau dans les autres formations politiques. C'est la même chose qui se fait au FPI, au RHDP, je suis désolé, et au PPACI. Au RHDP. Mais malheureusement, c'est des situations, quand vous les vivez dans l'opposition, ça ne peut pas prospérer. Et cette façon de peser, parce que Jim vient de parler tantôt de l'émotion. On commence toujours par l'émotion et finalement on termine, ces émotions se transforment finalement en réalité. En décision. En décision. Et cela s'impose finalement à tout le monde. Et quand on fait une motion pour dire que le président doit être le président du parti, et au PDCI-RDA, on sortira après pour dire que le candidat naturel du PDCI-RDA, c'est le président du parti. Du coup, ça suscite déjà des grincements dedans. Tout ce que le PDCI vit aujourd'hui en énergie contradictoire en interne relève de tous ces positionnements, de ces motions qui finalement frustrent une partie des gens, alors que c'est un parti aujourd'hui. Le président du parti est quand même en train de tendre bientôt nonagénaire, c'est-à-dire aux prochaines élections, il sera nonagénaire, pendant que c'est un parti qui a encore en son sein des cadres qui ont encore de l'énergie, assez d'énergie pour pouvoir remettre le parti à... dans la guerre des générations bien évidemment, dans un parti politique, il y a la guerre des générations. D'ailleurs, c'est cette guerre des générations qui a permis, notamment en France, de pouvoir... En marche, la République en marche,
c'est une politique, j'allais dire, c'est une marée qui a été portée par la jeunesse française avec un rajeunissement aujourd'hui de la classe politique française. Quand vous regardez la ministre... Sans soutien de parti politique, évidemment. Oui, sans soutien de parti politique. Mais cela on a 75% de population jeune en Côte d'Ivoire. Je voudrais faire observer qu'à Daoukourou, le 29 septembre, quand la motion a été lue, dans un passé récent, elle n'allait pas être discutée. Parce qu'il s'agit du président Rikonan Bédié, qui doit être le candidat unique du parti et à la présidence du parti. Mais on constate que ce nom qui faisait l'unanimité, qui avait une confiance, le président Rikonan Bédié ne joue plus de cette confiance. Non, là je vous arrête. De cette confiance. Attendez que je termine. Non, là je vous arrête. Non, je vous arrête. De cette confiance quasi avec... J'aime quand vous aurez la parole. Quasi avec des militants. Aujourd'hui, c'est clair, son nom, quand on dit, il y a eu, aux sorties du Congrès, il y a eu deux groupes. Il faut l'avouer, il y a eu deux groupes de militants. Certains ont estimé qu'il faut aller au Congrès directement. Certains ont estimé que non, il ne faut pas aller au Congrès, il faut aplanir, comme JMK l'a dit, certaines situations avec les tests. Et ce qui a envoyé cette idée du Congrès extraordinaire. Et le report du Congrès extraordinaire, on a vu deux communications. Mais vous l'avez dit vous-même, JMK, tout à l'heure, qu'il y avait des problèmes à régler avant d'aller au Congrès. On sort du bureau politique du 29 septembre. Comme il le dit, la motion n'a fait l'objet d'aucune contestation. D'abord, vous n'étiez pas dans la salle, moi j'y étais, donc je sais ce qui s'y est passé. Mais aussi nous avons la déclaration. Arrêtons un peu. Aussi l'actualité. C'est qui? Non, ce n'est pas l'actualité. Laissez JMK aller, s'il vous plaît. Je vous dis, c'était une réunion fermée, vous n'y étiez pas. Moi j'y étais, c'était moi qui étais le maître des cérémonies. Oui. La motion n'a fait l'objet d'aucune contestation. Ce qui a fait l'objet de contestation, c'est la proposition d'amendement statutaire. C'est tout. J'ai trahi des secrets de délibération. Mais je suis obligé de le faire pour vous dire que ce que vous dites n'est pas vrai. Là où on sort, et d'ailleurs le discours d'orientation du président Bédié, ce jour-là a été très clair. Le président a demandé, avant le 7 décembre 2022, que soit convoqué un autre bureau politique pour que ce bureau politique statue sur le congrès ordinaire. C'est la convocation de ce bureau politique-là qui n'a pas pu se faire. Pourquoi? Parce qu'en tant que le comité de veille juridique du PDCRDA, dirigé par Maître Blessy, a découvert qu'il y avait un problème sur la régularité du bureau politique. C'est le bureau politique qui convoque le congrès ordinaire. Le président a dit, bon, tant qu'il est question, on va donc aller à un congrès extraordinaire, régler le problème de l'amendement statutaire et aller au congrès ordinaire. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, après, je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui au PDCI, ça ne se vit pas de façon visible au RHDP, parce que le RHDP est au pouvoir. Mais je vous dis que quand vous allez au FPI, au PPACI, les mêmes guerres se passent à l'intérieur de ce parti. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'ancien bataille, vous avez entendu JMK. N'empêche, Jean-Marie, c'est qu'au sorti de ce bureau politique, il y a Pierre Nikaz Nyani, qui est membre du bureau politique, qui a déclaré... Il n'était pas là-bas. Pierre Nikaz Nyani n'était pas au bureau. Il est quand même membre du bureau politique. S'il vous plaît. Il peut dénoncer d'accord, mais il n'était pas dans la salle. Jean-Marie, s'il vous plaît, on le laisse terminer. Non, attendez, vous n'allez pas nous embrouiller. Non, allez-y. Pierre Nikaz Nyani. Mais attends, si c'est les chroniques de Pierre Nikaz Nyani, Jean-Marie, vous allez prendre s'il vous plaît. Du PDCI, on ne s'en sort pas. On vous a bien compris. Bon, on laisse l'enseigner terminer. Allons-y. Je reprends. Pierre Nikaz Nyani, qui est membre du bureau politique, au sorti de ce bureau politique, déclare « Je refuse d'être complice pour que l'histoire me rattrape. Je dénoncerai pour briser les chaînes de l'aversion instinctive et irrationnelle au sein du PDCI-RDA. » Je connais cette conduite. Donc il y a problème. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La question principale, on va revenir. Il m'a insulté dans cette conduite. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous demandez ça aujourd'hui que le professeur Maurice Kakou Dikawe est complètement marginalisé au sein du PDC, puisqu'il a perdu l'ensemble de ses prérogatives, même si lui-même il a essayé d'atténuer. Un dernier tour de table, vraiment en 30 secondes. Même s'il a essayé d'atténuer pour dire, le président du parti a redistribué les cartes. Je reprends la main, s'il vous plaît. Alors, un dernier tour de table. Est-ce qu'il est possible de fédérer toutes ces énergies? Félix Boni, en 30 secondes, chacun, et on passe au deuxième sujet. Bien évidemment, il suffit que le PDC mène profondément la réflexion, se mette face à sa rétrospective de façon très efficace, pas de façon complaisante, et pense déjà aux prochaines élections en donnant ses chances véritablement à ceux qui sont des militants bien convaincus, qui ont une certaine ancrage dans les différentes régions, et fasse réellement sa mue. La mue qui a été loupée en 2015 en passant de renouveau
de rajeunissement et de renaissance. Il faut que cette renaissance se fasse. Parce que quand on a géré le pouvoir pendant 40 ans, qu'on l'a perdu, il faut faire sa mue pour essayer d'aller à la reconquête de ce même pouvoir. Et cette renaissance n'est pas encore en train de se faire. Lancez Bakayoko. Je ne suis pas convaincu que le président Henri Konan Bédié parviendra à fédérer les positions. Parce que je ne vois pas comment il va pouvoir mettre ensemble les ambitions qui sont très prononcées entre Tidiane Thiam, entre Jean-Louis Billon, entre même Akossi Bendio, qui pour le moment fait le mort, mais qui n'est pas moins vivant. Et donc, il y a beaucoup d'autres prétendants, je pense à Yasmine Ouénié. Je ne vois pas comment le président Henri Konan Bédié pourra fédérer toutes ces énergies pour en faire une force unique. JMK. Ce que moi je peux vous dire, c'est que je ne sais pas si on voit les choses de la même manière, mais moi de l'intérieur, je ne vois pas ça comme vous voyez. Je vous rappelle qu'en 2021, lors des 75 ans du PDCI, le président Bédié a lancé les 5 chantiers de modernisation de son parti. Et c'est ces chantiers-là qui ont entraîné toutes ces structures que vous voyez aujourd'hui qui sont fonctionnelles. Le choc des générations, le choc des ambitions, je ne connais pas un parti politique qui ne vit pas de cela. Tout récemment, on a vu même le RADP au pouvoir, on a fait la liste des 6 prétendants à la succession de Ouattara, alors que le président Ouattara n'a pas encore dit à quelqu'un qui quitte le pouvoir. Ce que moi je peux dire, c'est qu'au PDCI-RDA, jusqu'à ce jour, je dis bien jusqu'à ce jour, je mets quiconque au défi de pouvoir sortir une déclaration publique du président Henri Konan Bédié pour dire qu'il est candidat en 2025. Il n'est candidat à rien. Donc pourquoi vous lui prêtez des intentions? Si des gens veulent être candidats, mais arrête d'aller sur le terrain. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui veulent être candidats. Ils veulent être avec la caution de Bédié, l'onction de Bédié, l'argent de Bédié, la famille de Bédié, le parti de Bédié. Ils ne veulent rien faire. Bédié doit tout faire pour eux. Quand Bédié ne le fait pas, on dit non, il ne fait pas la promotion des gens. Mais enfin, que Jean-Louis Billon décide d'être candidat, qui l'en a empêché au PDCI? Personne. D'accord, c'est noté. Donc il n'y a pas de problème. Merci JMK. On est obligé de passer. Le PDCI leur souhaite bonne chance. D'accord. Là, c'est non. Moi, je voudrais dire que est-ce que le parti arrivera à fédérer les énergies? Mais bon, moi, je n'y crois pas du tout, parce que le secrétaire général l'a dit, il faut se poser les bonnes questions et donner les bonnes réponses. Est-ce qu'actuellement au PDCI, on peut se poser les bonnes questions et donner les bonnes réponses? Je vais rejoindre Félix Bouni, qui a clairement dit qu'il faut une nuit au PDCI. Et cette nuit-là, je ne pense pas que ça soit pour aujourd'hui. D'accord, merci. Alors, en économie, on s'intéresse à la lutte contre la vie chère, le plafonnement des prix, une décision du gouvernement pour lutter évidemment contre la cherté de la vie. Au total, 21 produits et services ont eu des prix réglementés, le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Mais pourquoi le plafonnement des prix n'est-il pas toujours respecté? Le constat de Davis Soyo. Avant les fêtes, le gouvernement a renforcé les mesures relatives au plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Entre autres, le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Ces mesures interviennent après celles adoptées en mars dernier en Conseil de ministres sur le plafonnement des prix de 21 produits, dont ceux de grande consommation pour une période de 3 mois, tant à la production qu'à la distribution. L'idée, préserver le pouvoir d'achat des populations et lutter contre la vie chère. En outre, le Conseil national de lutte contre la vie chère a visité récemment les grandes surfaces pour contrôler et s'assurer du respect des prix plafonnés. Malgré toutes ces dispositions, les prix pratiqués sur le marché sont loin de ceux recommandés par l'État. Selon certaines indiscrétions, les commerçants jouent un double jeu. Ils profitent de l'euphorie des fêtes pour augmenter les prix selon leur bon vouloir. Le non-respect des prix indiqués est constaté dans le secteur informel, dans les boutiques et même dans certaines grandes surfaces. Et rien ne semble effrayer les commerçants. Pourtant, une telle pratique est punie par la loi. En attendant le respect des décisions gouvernementales, ce sont les populations qui paient le prix fort pendant ces fêtes de fin d'année. Alors, avant de parler du respect ou non, d'abord sur la mesure elle-même, l'assassinat Ouattara, quel est votre commentaire de plafonnement des prix depuis le 16 novembre? Oui, moi j'ai salué ce plafonnement des prix parce que ce sont des mesures prises par le gouvernement afin de préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est des efforts consentis par le gouvernement et ces efforts sont à saluer. C'est ce que j'ai pu dire. JMK? Oui, non, les efforts sont à saluer. Écoutez,
toute mesure sociale est une mesure à saluer. Mais bon, il y a le hic, et c'est le hic qui est un peu dérangeant. Mais sinon, les produits de première consommation, il y a eu une flambée. Aujourd'hui même, on a le pain qui a un prix à 2 vitesses. Vous avez un côté le prix du pain qui fait 150, l'autre qui fait 200. La viande, l'huile. Bon, si on réussit à plafonner, il faut vraiment remercier le gouvernement, saluer le gouvernement. Cela montre que bon, il est à l'écoute des problèmes des Ivoiriens, à l'écoute des besoins des Ivoiriens. Voilà. D'accord. Enchaînez Bakayoko. Moi, je pense que les mesures de plafonnement que le gouvernement a prises sont des mesures salutaires. C'est vrai que la situation n'est pas difficile puisque la législation ivoirienne, qui est peut-être annexée à la législation internationale, prévoit que les prix sont libres, sont fixés de façon libre. Mais le gouvernement, malgré ses contingences d'ordre international, a quand même réussi à négocier avec les commerçants pour pouvoir plafonner les prix. Mais je dois avouer que le gouvernement l'a reçu plus ou moins bien, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est près de 50 000 contrôles qui ont eu lieu sur les marchés, et à peu près 3 000 à 4 000 sanctions qui ont déjà atterri sur la tête des commerçants véreux. Donc je pense que le gouvernement fait déjà son possible. Mais il faut dire que les raisons sont exogènes, puisque cette inflation, ces augmentations sont des choses importées. On a vu la crise de l'Ukraine, le pétrole, le dérèglement des systèmes logistiques internationaux qui ont impacté le commerce. Mais ce que je dois dire, au niveau interne, il faut dire que au niveau du vivrier, nous sommes dans une situation de saisonnalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas une politique de contre-saison qui fait que les produits vont être disponibles sur le marché à n'importe quel moment. Or, quand le produit devient rare, il est évident que les prix vont flamber. Mais les efforts faits par le gouvernement, on ne peut pas passer ça par perte et profit. Félix Bounet, sur l'initiative. Sur l'initiative, il faut saluer l'initiative. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'est pas la première. Il y a beaucoup de pays qui prennent ces dispositions, mais chacun parlera de son pays. Alors, je vais saluer l'initiative des dirigeants ivoiriens qui est ce plafonnement de prix pour quand même essayer de juguler, amortir un peu le choc de l'inflation sur les populations. D'autant plus que les prix grimpent sur les marchés, mais les niveaux de salaire n'ont pas changé, à part les fonctionnaires. Donc du coup, en prenant ces dispositions, c'est une façon de penser de façon globale à l'ensemble de la population. Malheureusement, quand on parle de plafonnement de prix, vous vous rendrez compte, tout à l'heure dans le film, vous avez vu un croissant qui devrait coûter 200 francs, mais vous avez vu la proportion de ce croissant. Le prix du croissant, initialement, ce n'était pas 200 francs. Et lorsqu'on plafonne le prix à 200 francs et que le fabricant du croissant, il réduit la proportion, je n'appelle pas cela un plafonnement de prix. Un plafonnement de prix, c'est livrer le même produit à un certain niveau de prix qui a été fixé. Mais lorsqu'on réduit le poids du pain et qu'on le revend toujours au même prix, c'est-à-dire plafonné à 150 francs, je crois qu'il y a une certaine fraude industrielle derrière cela. Et derrière les mesures, il faudra que lorsque les mesures sont prises, il y ait une sorte de suivi strict sur le marché aussi. Je crois que s'il y a ces flambées, c'est vrai qu'on est dans un système libéral où la loi de l'offre et la demande conduit à la fixation des prix. Mais lorsqu'on prend ces dispositions, il faudra qu'il y ait un suivi strict dans les lieux de vente de sorte Vous pensez que c'est ce qui fait que parfois on a des mesures qui ne sont pas respectées, notamment au niveau du plafonnement des prix? Quel est votre constat? Pourquoi ce n'est pas toujours le cas? Pourquoi c'est pas toujours? Il y a toujours des commerçants véreux parce que malheureusement, on est dans un état et on ne va pas mettre un policier derrière chaque commerçant. Et les gens, ils en profitent. Derrière, lorsqu'ils ont une zone où il n'y a pas de contrôleur qui vient, et le monsieur qui n'a jamais vu de contrôleur dans sa zone, il est clair qu'il maintient un certain niveau de prix, il abuse, il profite des dispositions prises par l'État. Et ça, Bakayoko vient d'annoncer qu'il y a plus de 4 000 et quelques véreux qui sont tombés. Je crois qu'il faut communiquer sur ces cas de sanctions pour que cela puisse servir d'exemplarité pour les autres. Parce que lorsqu'on ne communique pas dessus, qu'il y a un commerçant quelque part dans une ville, une localité, un quartier quelque part, il en a vu, il profite. Alors que la population souffre énormément et c'est pour la raison pour laquelle le gouvernement a essayé de plafonner ses prix pour permettre à la population de quand même souffler un peu de l'inflation qui n'est pas ivoirienne, africaine, mais mondiale. Juste une seule phrase. Il faut dire à ces raisons, il faut ajouter la spéculation. Cette spéculation qui est complètement irrationnelle que le commerçant pratique. Aujourd'hui, il y a des détaillants qui vont de 30% jusqu'à 50% de marge. Et ça, il faut renforcer le dispositif de contrôle. Quoi qu'il faut admettre
que les effectifs sont également de ce côté très insuffisants. Mais le gouvernement devrait se donner les moyens pour pouvoir permettre de soulager les populations. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que Bakayoko vient de dire tout à l'heure, Lancidé. Est-ce qu'on a assez de contrôleurs? On a fait une petite enquête chez nous au journal. Et on a constaté qu'il n'y avait pas de problème au niveau des grandes enseignes. Quand vous allez généralement les grandes enseignes, pour ne pas les citer, il n'y a pas de problème. Le problème se retrouve au niveau des détaillants dans nos quartiers, où effectivement, les augmentations vont même parfois au-delà de 50% du prix initial du produit que vous connaissez. Et cette spéculation-là, mais ça appauvrit déjà des gens qui sont dans une situation de précarité, dans nos bas quartiers, pour parler de façon vulgaire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le moment de lancer un appel au gouvernement. L'appel au gouvernement, c'est déjà au niveau des contrôleurs de prix qu'on ait un grand nombre pour pouvoir effectuer le travail sur nos marchés. C'est là d'un. De deux, quand les sanctions tombent, il faut qu'on communique là-dessus. Comme le disait Félix Boni tout à l'heure, si on dit aux populations que des commerçants ont été frappés, des boutiques ont été fermées, vous allez voir qu'ils vont revenir. On ne va quand même pas frapper. Non, c'est une façon de parler. Oui, d'accord, c'est bien noté. Ici, la question, moi, je voudrais ajouter le fait que les populations, souvent même, ne sont pas totalement informées du plafonnement des prix. Il faut peut-être, à mon avis, intensifier la communication sur ces produits-là qui sont plafonnés avec les prix. Elle constate, la population, elle constate quand même que parfois ça grimpe ou alors c'est à un juste niveau. Oui, mais bien sûr, c'est parce qu'elles ne sont pas informées qu'il y a un prix qu'il faut respecter. Absolument. Et que quand tu vas là-bas, le commerçant indélicat te donne son prix. Absolument. Maintenant, qu'elles soient informées que tel produit est à tel prix, je suis sûr que les populations ne seront pas abusées. Est-ce que Félix Boni, c'est vraiment la question, c'est l'information? Il y a un problème de communication et c'est en cela que nos associations de consommateurs, on en a plein, c'est à eux d'amplifier ce message. Il faudrait qu'ils se saisissent de cette aubaine que le gouvernement prend une décision. C'est à eux, organisations de consommateurs, de faire en sorte que tous les consommateurs soient informés des niveaux de prix selon les différents produits. Lorsqu'il y a eu la décision concernant la limitation de vitesse, moi j'ai vu comment cela a été amplifié dans le milieu des transporteurs. Il y a même des flyers qui ont été édités, moi j'en ai reçu au moins une ou deux comme ça, qui m'a permis de savoir que sur tel type d'axe, vous devez rouler à tel niveau, et ça a permis à tout le monde d'être informé. La vidéo-verbalisation, ça a été pareil. Ça doit être pareil également pour le plafonnement de prix. Il n'y a pas que les organisations de consommateurs, mais il y a aussi les entités locales, les communes et les entités régionales. Mais c'est eux qui sont proches des populations. Il faut amplifier ces informations auprès des populations, de sorte que tout le monde soit suffisamment informé. Alors si tout le monde est informé, je crois que les mêmes populations seront à même de dénoncer, remonter l'information et permettre au nombre aussi bien limité de ces contrôleurs d'avoir accès à ces informations et de réprimer les commerçants véreux. L'enseigne Bakayoko, il y a quand même les contrôles aussi. Le ministère a un dispositif pour veiller à l'application de ces mesures. Oui, le ministère est le mandataire gouvernemental pour pouvoir mener les investigations et même... Mais pourquoi on n'arrive pas à régler cette question de façon définitive? Oui, nous avons dit que les effectifs d'abord sont réduits. Et puis de deux, il se trouve que la rareté, c'est une loi commerciale, c'est une loi économique, la rareté provoque toujours les augmentations. Bon, d'accord. On a augmenté, mais le gouvernement a dit, bon, on s'arrête là. Ouais. Bon, ça, c'est autre chose aussi. En général, le gouvernement même fixe peut-être un prix plancher. C'est-à-dire qu'un prix au-delà duquel les commerçants ne doivent pas aller. Ça veut dire que les commerçants ont toujours une marge flottante dans laquelle ils s'engouffrent pour faire de la spéculation. Mais je le répète, c'est une guerre entre les commerçants qui veulent avoir davantage qu'il ne faut et le gouvernement qui veut préserver le pouvoir d'achat des populations. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Bon, alors ici, je me rends compte que le problème, ce sont les commerçants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces commerçants véreux? D'abord, il faut les sanctionner. Et puis, je pense peut-être qu'il faudrait-il que le gouvernement subventionne de façon directe un certain nombre de produits, ne serait peut-être par des réductions d'impôts ou même par des dégrèvements. Pour le moment, ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc, je pense que ce sont des pistes qu'il faut explorer
pour pouvoir permettre aux populations de maintenir et de garantir leur capacité d'achat des produits alimentaires. Une autre idée, certainement. Je ne suis pas totalement d'accord avec Bakayoko qui parle de rareté. Alors, ce ne sont pas tous les prix qui ont été plafonnés. Le gouvernement a ciblé 21 produits. 21 produits et on ne peut plus parler de rareté. Parce que le gouvernement a ciblé ces 21 produits en tenant compte de la conjoncture mondiale, c'est-à-dire de cette rareté créée par une situation. Il ne peut pas avoir d'autres raretés. Par exemple, quand le gouvernement parle du prix du lait ou bien du prix de la farine, c'est parce que le blé, il est produit en grande quantité en Ukraine et en Russie et que le blé ne va pas arriver. C'est pourquoi le gouvernement décide de plafonner le prix à tel niveau pour que les commerçants qui bénéficient, bien évidemment, de certains avantages que le gouvernement consent, parce qu'il ne faudrait pas aussi demander trop au gouvernement. Et les commerçants également, s'ils sont véreux, ça veut dire que s'ils ont négocié pour parvenir à un niveau de prix à plafonner, ça veut dire qu'ils y gagnent. Il ne faudrait pas contrevenir à aux accords qu'on a conclus. Alors, il ne doit plus avoir de rareté. Si on me dit qu'il y a de la rareté de bananes sur le marché, ça, on peut parler de spéculation. Alors, le gouvernement n'a pas plafonné le prix des bananes, mais le gouvernement a plafonné des prix de produits bien spécifiques après accord avec les commerçants. Donc, il ne peut plus y avoir de rareté. Il ne faudra pas... Alors, ce que je voudrais dire, il y a une organisation qui s'occupe de la lutte contre la vie chère qui existe en Côte d'Ivoire. Cette organisation, je pense qu'elle ne devrait pas limiter son combat à Abidjan, mais elle devrait être représentée dans tous les départements, toutes les communes de Côte d'Ivoire. Parce que je vois qu'elle mène des actions, mais tantôt c'est dans le marché d'Atekoubé, à Koumassi, et je ne l'ai jamais vu mener une activité dans le marché de Korogo. Il faudra que ce soit c'est une structure de l'État, il faudra qu'elle soit représentée partout à l'intérieur du pays. D'accord. Je veux dire, cette structure exerce à l'intérieur aussi. Mais ce que moi je voudrais ajouter, c'est que les Ivoiriens ou les populations doivent comprendre que la lutte contre la vie chère n'est pas l'affaire des gouvernements seuls. Ça doit être une affaire de toutes les populations, parce que c'est toutes les populations qui subissent. Si tout le monde s'approprie cette lutte, je suis sûr qu'on arrivera à faire respecter les... bien informé, bien entendu. Parce que quand on n'est pas informé, on ne peut pas s'approprier. Moi, c'est ce que je veux dire. Est-ce que les commerçants eux-mêmes, en définitive, sont réellement partie prenante de cette affaire? Si. Oui, puisque à travers les associations. Mais est-ce que les associations, les dénivellements des associations arrivent jusque dans nos quartiers? C'est ça. Est-ce que excusez-moi, le boutiquier du quartier, est-ce qu'il est vraiment membre de la fédération des commerçants qui est allé négocier? Est-ce qu'il reçoit une plaquette où tous les prix sont fixés? Est-ce qu'on lui a parlé? Parce que c'est là, en fait, que se trouve le problème. Je l'ai dit, on a mené une enquête, on a vu que les grandes enseignes n'avaient pas de problème. Mais c'est nos demi-grossistes et détaillants, c'est là-bas qu'on a le problème. Donc, je voudrais que les pouvoirs publics aient un regard un peu particulier vers cette catégorie de personnes. La sénatrice a peut-être une solution. Oui, au fait, ce que je voudrais dire, c'est que sortir du cadre comment on appelle, du plafonnement, la vie chère, tu vas à une gare, comment on appelle, le taximètre te dit, le prix a augmenté aujourd'hui, tu refuses de monter, mais il y a des populations qui viennent monter, qui s'en vont. Donc ça veut dire, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore pris conscience qu'il faut que ça commence par soi-même. Par soi-même, et qu'il faut que tout le monde s'applique pour quand même arriver à une solution durable. Je vais vous donner un exemple. Dans chaque commune, il n'existe aucun point de vente qui ne reçoive comment ça s'appelle, une taxe de la mairie. Alors, la mairie qui vient vendre ces taxes à ces points de vente devrait pouvoir contrôler, aider ces populations en contrôlant, veillant à ce que dans chaque boutique, il y a quand même les prix plafonnés, c'est-à-dire avec une plaquette qui est là, qui montre que le commerçant, il est bel et bien informé de ce que sous ces 21 produits-là se vendent à tel niveau de prix. C'est pourquoi je pense que les entités locales, les mairies, les communes doivent pouvoir aider le gouvernement. Quand une mesure est prise, il faut que la mesure soit déclassifiée à tous les niveaux de gouvernance, de sorte que la population soit informée, les acteurs soient informés. Mais si l'information n'est pas suffisamment passée, les gens, ils abusent. Parce que quand personne n'est informé, alors moi, je m'engouffre dans... Voilà. C'est ça le problème, l'information? Oui, peut-être l'information, mais je voudrais dire que le contrôle des prix relève des prérogatives du ministère du Commerce. Donc, on ne peut pas aller dans l'anarchie et demander, à moins que le gouvernement prenne une décision de gouvernement, pour pouvoir étendre cette capacité-là à d'autres administrations. Pour l'heure, c'est le ministère du Commerce qui est chargé de faire la répression et le contrôle des prix. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la campagne d'affichage doit être effective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il faut obliger les commerçants à faire l'affichage et permettre aux populations de pouvoir choisir la boutique dans laquelle elle veut faire ses achats. Si votre boutique est plus chère, la population a la possibilité, à travers l'affichage, de savoir que vous faites beaucoup plus cher et que l'autre fait un peu moins cher. Et donc, a la possibilité d'y aller. Donc, moi, je pense qu'une des solutions fortes, c'est d'intensifier la campagne d'affichage des prix et être ferme là-dessus. Et je pense que déjà, c'est ce qui est fait, mais je pense qu'il faut redoubler encore plus de vigueur pour que cette décision soit effective sur le terrain. On va y aller rapidement. Juste un rectificatif pour dire que quand on est entité locale, on regroupe pratiquement toutes les prérogatives de l'État. J'ai vu un maire, et je citerai bien son nom, Assalé Tiemoko, maire dans sa commune, qui a veillé à ce que les COGES ne puissent plus continuer à abuser des gens. Quand l'État a pris une décision, qu'on est élu local, on s'approprie la décision de l'État pour le bien-être de ses populations. Et c'est pourquoi j'invite les localités, les entités délocalisées à s'impliquer pour le bien-être de leur population. Sinon, ce n'est pas leur prérogative, mais ils peuvent s'arroger ces prérogatives pour le bien-être des populations. On termine avec Police Recours qui a vu le jour depuis le 20 décembre. La nouvelle unité de la police nationale aura pour mission spéciale la prévention, l'assistance et le secours en plus de 210 agents avec plus de 70 véhicules d'intervention. Davis Oyo. La police nationale se dote d'une nouvelle unité d'urgence baptisée Police Recours. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a procédé au lancement du nouveau joyau de la police nationale le 20 décembre dernier. Elle a pour mission la prévention, l'assistance et la sécurité. 210 agents ont été mobilisés pour le district autonome d'Abidjan. À leur disposition, plus de 70 véhicules d'intervention déployés aux différents carrefours et axes stratégiques d'Abidjan. L'unité va s'étendre progressivement à l'intérieur du pays. Ambition de cette nouvelle approche sécuritaire, copier le modèle américain avec des caméras embarquées. Celles-ci seront non seulement installées dans les véhicules des berlines, mais elles permettront également aux hommes de filmer toutes leurs interventions. Le dispositif sera complété par des drones. Quel sera de façon concrète l'apport de Police Recours dans la sécurité des biens des personnes en Côte d'Ivoire? Alors, mais si on avait l'habitude peut-être de voir ce genre d'images dans d'autres pays occidentaux, c'est peut-être plutôt, on dira, une belle initiative, JMK? Oui, une très belle initiative que je salue d'ailleurs, parce que la police est le premier recours des populations. Donc, aux côtés de toutes les unités d'intervention de la police qu'on a, une nouvelle unité comme celle-là, c'est toujours à saluer. Puis bon, je pense que quand vous voyez les accoutrements, c'est digne un peu des polars américains, la beauté des voitures et tout ça, ça nous déleste un peu de l'image un peu rude de la police qu'on a. Maintenant, on attend de voir cette police-là sur le terrain, voir ses preuves, voir ses capacités d'action, de réaction. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les policiers arrivaient toujours en retard après les braquages. Donc, j'espère que maintenant, ils vont pouvoir arriver pendant les braquages. Oui, bien évidemment, ça fait partie de leur... Oui, Félix Boni? Je dirais que pour le visuel, c'est vraiment intéressant, joli à voir, c'est beau. Mais moi, je ne m'attarde généralement pas sur la beauté des engins dédiés aux agents de police. C'est l'usage qu'on va en faire. Parce que ces images me rappellent une certaine période, on avait équipé la police ivoirienne d'engins de ce genre et quelque temps, 2, 3, 4 mois, 1 an après, on les a retrouvés dans un autre état où on a commencé, c'est-à-dire c'était de l'illusion. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que quand je regarde ces engins, j'applaudissais, je dis, mais voilà la Côte d'Ivoire qui avance. Par contre, quand je regarde l'état de nos routes, je me demande bien comment seront ces engins dans quelques mois, quand les policiers vont commencer à faire des interventions dans certaines zones que je n'oserais même pas citer, d'Abidjan, du reste. Donc, il faut applaudir que chaque fois qu'on renforce les capacités de la police, parce que c'est cela, la population en a besoin. J'ai été très heureux de voir une fête de fin d'année très apaisée à Abidjan, où à chaque 200 mètres, on voyait partout les forces de l'ordre. Moi, je fais partie de ceux qui sont sortis pour voir comment la fête se passe. Et j'ai vu que les Ivoiriens ont fêté dans le calme. Parce que voir sa police faire la patrouille, c'est dissuasif. On a vu moins de rodéos sur les routes. Et il y a eu très peu d'accidents sur les routes d'Abidjan. J'ai vu beaucoup de patrouilles. Ça veut dire qu'on a doté notre police de moyens pour leur permettre de faire tout cela. Mais moi, je ne m'attarde vraiment pas sur la beauté. C'est l'usage qu'on en fera qui sera le plus important. Oui, je voudrais signaler que c'est une bonne initiative, comme l'a dit JMK. C'est une nouvelle unité qui s'est vue une unité de proximité. C'était au lancement de cette unité où le ministre de l'Intérieur a vraiment insisté pour dire qu'elle vient
comme vous l'avez dit, pour assister, pour secourir les populations. Ça a été une fierté pour tous les Ivoiriens de voir ces véhicules. Et ça a été même aussi une fierté pour le président de la République qui, en partant au bureau, a marqué un arrêt pour féliciter la police pour cette mise en place de cette unité. Et donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure, la police innove, la police s'approche de sa population et c'est sûr qu'on doit saluer ce genre d'action. Oui, l'enseigne Bakayoko. Bon, les autres l'ont dit, sur le plan cosmétique, sur le plan du visuel, il n'y a franchement rien à dire. Mais moi, je trouve que les effectifs, peut-être c'est un premier jet, il est un peu trop réduit par rapport au champ d'intervention qu'on a attribué à cette unité d'urgence. On parle d'urgence, on parle d'assistance, on parle de sécurisation, on parle de protection civile. J'estime que ça fait un peu trop et on dit qu'ils vont agir 24 heures sur 24. C'est vrai, ils font des rotations, mais je trouve que l'effectif doit être renforcé pour que cette unité, en tout cas qui vient à point nommé, va donner plus d'efficacité à la lutte, on va dire, contre le banditisme et puis aussi contre la protection civile. Et puis, quand même, quand je les ai vus circuler le premier jour, j'ai vu que la Côte d'Ivoire avait retrouvé toute sa splendeur. Et là, j'étais forcément impressionné. Alors, vous soulevez une question essentielle puisque c'est évidemment contre la criminalité sous toutes ses formes. Il y a aussi la fluidité de la circulation, il y a la tranquillité publique. Comme l'ancien Bakayoko le disait tout à l'heure, est-ce que le champ d'intervention n'est pas finalement trop vaste? Félix Boni? Je ne pense pas que le champ d'intervention soit trop vaste parce qu'il ne faudra pas regarder l'effectif de cette police. Si vous suivez très bien, vous verrez que la vidéosurveillance est presque généralisée pratiquement en Côte d'Ivoire, partout maintenant. Ça veut dire que tout le travail ne repose pas sur cette police. Ils interviendront certainement en fonction des zones, des faits qui vont leur être rapportés. Ils ne seront pas en train de circuler 24 heures sur 24. Parce que la vidéosurveillance permet déjà d'identifier des pôles qui vont leur permettre éventuellement d'aller au contact des faits. Donc je pense qu'il faut saluer déjà ce qui est fait. Parce que quand j'ai eu la chance d'aller jusqu'au nord il y a moins d'un mois et demi, et je me suis rendu compte que la vidéosurveillance ne se limite pas qu'à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, que c'est pratiquement sur l'ensemble du territoire ivoirien. Donc cela va venir, cette police vient en appoint de cette vidéosurveillance pour aller maintenant directement sur les points chauds où il y a des interventions à faire. C'est une nouvelle approche, hein, la police de proximité, JMK. Quels sont les éléments qui vont garantir, par exemple, son succès, selon vous? Moi, je pense qu'il y aura d'abord sur le terrain, je parle sous le contrôle des sécurocrates, il y aura sur le terrain la mise en conformité de tous les effectifs qui sont d'abord sur le terrain. Entre le GMI, le CIPA, comment on appelle ça, le CCDO qui est le plus connu, qui a quand même la gamme la plus élargie. Quel est aujourd'hui, police et recours, son rôle là-dedans? Je pense que c'est la mise en conformité de cela qui va véritablement permettre de... Mais je dis, pour traquer le banditisme, une unité n'est jamais de trop. Elle n'est jamais de trop. Et cette unité qui arrive, moi, je veux être rassuré que, comme dans les films, comme on le dit, l'unité puisse être là quand il y a l'action. Parce que ça ne sert à rien de venir après et puis on fait les scènes de crime et tout, c'est trop compliqué. Voilà. J'ai confiance. Moi, j'ai confiance en notre police parce qu'il y a des situations qui sont passées ici pour lesquelles, personnellement, je ne savais pas par quel bout on allait régler. Au bout de 24 heures, les policiers ont réglé. Donc, ça veut dire qu'on a l'expertise. Maintenant, est-ce que c'est le matériel qui vient permettre à cette expertise-là de bien s'exprimer? C'est ce qu'on va voir. Mais moi, je me donne toujours 2 ou 3 mois. Après, on fera le bilan pour voir cette police-là. Quel aura été le bilan définitif? Oui, il faut dire qu'au lancement, le ministre de l'Intérieur a préconisé ou bien a conseillé le professionnalisme aux agents. Avec toute la dimension qu'on veut donner à cette unité, il a dit, à terme, c'est de leur permettre d'être efficaces dans les missions de sécurisation, de secours et d'aide à la population. C'est vrai, ça commence à Abidjan, il a dit, mais au fur et à mesure, elle va se déployer à l'intérieur du pays avec tous ces moyens qui sont mis à sa disposition. Il est quasi sûr qu'elle fera du bon boulot. D'accord, lancez dernier tour. Moi, j'ai complètement confiance à cette nouvelle unité. D'abord, j'ai entièrement confiance à notre police qui est d'une efficacité incroyable, quoique
Parfois, on a des idées un peu saugrenues en relation avec cette police qui s'est beaucoup humanisée depuis ces dernières années. Aujourd'hui, les policiers, avec beaucoup plus de courtoisie, en tout cas, ils sont aujourd'hui une efficacité, je ne vais pas dire irréprochable pour ne pas être excessif, mais respectable. Et donc, je pense que le ministre de l'Intérieur a déjà défini, ils seront sur les axes stratégiques, parce qu'eux, ils savent le repère du grand banditisme. Et puis, ils connaissent aussi les zones accidentogènes. Donc, je pense que si tout cela est mis en synergie, je pense que cette police nous fera rêver. Alors, messieurs, je vous remercie. Merci pour ce soir. C'est terminé. Merci Lansine Bakayoko, Félix Boni, JM Kaoussou et Lassina Ouattara. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RT1 tout de suite, le journal de 20h. Cette émission est réalisée par Fofana Mamadou. Merci à toute l'équipe technique autour. Je vous souhaite une très fructueuse année 2023 à tous et à toutes. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. Merci.